Donc aujourd'hui nous allons regarder une vidéo de Willan. Donc on avait déjà regardé sa vidéo comment les campagnes sont devenues racistes. Alors il en avait sorti une sur McDo, mais là que j'ai pas vue, elle est sortie il y a 2 jours, n'hésitez pas à aller la voir. Je la regarderai soit avec vous un autre jour, soit tout seul, mais là tout de suite j'avais un peu la flemme. Donc aujourd'hui on va regarder la vidéo comment Jamel Debbouze a arrêté de faire rêver, que j'ai déjà vue, qui est sortie il y a 6 mois, qui est très bonne, mais je trouvais ça intéressant de la regarder ensemble. Donc comme vous l'avez vu, attention, trigger warning racisme et trigger warning François Hollande, c'est important. Et on va donc commencer la vidéo de Willan. Pourquoi Jamel Debbouze a chuté? Et d'ailleurs, pour vous, est-ce que Jamel Debbouze a vraiment chuté? Est-ce qu'il y a un vrai délire? Vous sentez, pas forcément finito, hein, on n'est pas obligé d'aller jusque là, mais un délire manque d'engouement, tout le monde s'en branle un peu aujourd'hui. Moi j'ai l'impression que, à titre personnel, que Jamel Debbouze, la personnalité, ouais, est un peu en chute de hype, chute de buzz on va dire, parce qu'il a pas sorti tant de trucs marquants que ça ces derniers temps, hein. Les derniers trucs auxquels je pense moi c'est pourquoi j'ai pas mangé mon père, qui est d'ailleurs un très bon film, adapté d'un très bon roman qui n'a rien à voir, enfin... Si, il y a quelques trucs en commun, mais sinon vraiment pas grand chose à voir, mais n'hésitez pas. Mais voilà quoi, Jamel, le comédien, le stand-upper, le machin, tout ça, ça fait beaucoup moins rêver qu'avant. Mais malgré tout, l'univers de Jamel, ben ça marche toujours bien, hein. Je veux dire, le Jamel Comedy Club il marche, Marrakech du Rire ça marche, sûrement qu'il produit des trucs à côté, on sait pas, tu vois. Donc je pense qu'on n'a pas à s'en faire pour Jamel la personne. Après c'est vrai que Jamel, ce que les gens ont en tête quand ils pensent Jamel Debbouze, donc tout ce qui est stand-up, cinéma et tout, c'est vrai que c'est un peu en perte de vitesse, et surtout il y avait une période où vraiment Jamel c'était l'une si ce n'est la préférée des Français, ou en tout cas des jeunes. Et justement dans sa vidéo Willan va nous dire pourquoi selon lui, je partage certains points, pas tout mais je partage pas mal de points, pourquoi selon lui il n'y a plus la hype autour de Jamel qu'il y avait avant. Pourquoi Jamel a chuté? Jamel finito? On va voir ça tout de suite. Quand on regarde le début de sa vie, Jamel Debbouze a littéralement tout pour échouer. Il naît dans les années 70 dans une famille de 5 enfants, assez pauvre. Il va faire quelques bêtises. C'est fou à quel point Jamel fait partie de ces personnes où, même enfant, tu le reconnais. La vidéo elle est pixelisée à mort, tu vois pas grand chose, vraiment c'est dégueulasse, mais tu sais que c'est Jamel. Ça se voit, c'est Jamel quoi, c'est fou. Et vraiment, il fait vieux déjà alors qu'il est enfant. Je sais pas si c'est la période, parce que même, peu importe la couleur de peau, hein, mais j'ai l'impression vraiment que dans les années 60, 80, tu sais, vraiment, il faisait plus vieux que nous. Mais il a raison que Jamel, de base, n'aurait jamais dû percer à ce point-là. C'est vraiment l'American Dream, mais version française, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment le truc de, il était pas du tout destiné à ça, et surtout, il a permis à une génération tout entière, et à des classes sociales et des personnes et des couleurs de peau, vraiment énormément de personnes, de pouvoir justement aller à des endroits où, de base, ils auraient même pas pu, ne serait-ce qu'en rêver. Jamel a fait partie de ces gens-là, et non pas que parce que il a montré que c'était possible, évidemment ça a joué, mais par le Jamel Comedy Club, où beaucoup de personnes qui font encore des trucs aujourd'hui, hein, Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Blanche Gardin, Dedo, bon là je cite que la première saison, mais Haroun ou d'autres sont passés au Jamel Comedy Club et surtout se sont fait connaître grâce au Jamel Comedy Club, et même sans parler de ça, le Marrakech du Rire qui a permis de faire découvrir pas mal de monde aussi, typiquement Inès Reg, voilà, j'allais faire le sketch des paillettes, mais typiquement Inès Reg, avant les paillettes, c'est vraiment le Marrakech du Rire qui lui a permis d'être découvert par des gens. C'est un peu l'équivalent du Montreux, ce que fait Jamel, mais en France, et surtout, c'est là où c'est important, c'est que c'est pour des classes sociales, des personnes qui, à cause de leur teint de peau, de là où ils habitent, etc., n'auraient pas pu, de base, faire des choses comme le Montreux ou d'autres choses. Donc Jamel, ouais, il a non seulement, il aurait déjà jamais dû être là où il en a été, et surtout, il a permis à tellement de gens qui auraient jamais dû non plus, typiquement Omar Sy. Si on connaît Omar Sy aujourd'hui, c'est parce que Jamel, c'était son pote, et que il a ramené Omar Sy à Radio Nova. Donc sans Jamel, bah, pas d'intouchable. Et c'est littéralement, parce que Omar Sy, il le dit en interview, à la base, lui, il faisait ses trucs de clim, et il était en mode, bah moi je faisais mes trucs de clim, et c'est Jamel qui m'a dit viens, et j'ai dit d'accord, ah bah je voulais juste aller à Radio Nova avec lui parce que je pouvais, et après j'allais refaire mes trucs de clim, et finalement non, ça a fait un effet le boule de neige. Mais sans Jamel, pas d'Omar Sy, et pas d'intouchable, donc en tout cas pas comme ça. Mais bref. Né dans les années 70 dans une famille de 5 enfants, assez pauvre, il va faire quelques bêtises, dont une particulière en 1990 que tout le monde connaît un petit peu. La nuit du 17 janvier, il essaye de traverser les voies de la gare de Trappes et ne voit pas un train arriver à toute vitesse, il y perdra son bras et un de ses amis qui l'accompagnait. À ce moment-là, il a 14 ans, et non content d'être un arabe issu de l'immigration dans une famille pauvre de 5 enfants en banlieue parisienne, il devient handicapé, et il devra même à ce moment-là faire face à une procédure en justice pour homicide involontaire de la part des parents
de l'ami qui l'accompagnait. Mais ça c'est ouf hein, en vrai. Au-delà du côté est-ce que c'est vraiment Jamel qui a tué son pote et tout, ça m'intéresse pas parce qu'en vrai on n'était pas là en fait. À moins qu'il y ait une caméra qui est filmée, qui est montrée par A plus B quelque chose, que ce soit le point de vue de Jamel ou de la famille de son camarade, hein, attention. Tant qu'on n'a pas une caméra qui prouve, ils étaient que deux, il y avait personne d'autre de ce que j'ai compris. Donc la take Jamel a poussé son camarade sous train, déjà pourquoi il aurait fait ça, mais bon, admettons, elle est tout aussi valable que la ben c'est un accident, ils étaient tous les deux des petits cons et Jamel a eu plus de chance. Mais au-delà de ça, moi ce que je trouve ouf avec Jamel, c'est que on oublie sa main, on oublie son handicap. Tellement le gars, il est fou sur scène, je trouve, il a vraiment une énergie, il est vraiment... il note tellement de lui-même et surtout, il est tellement pas dans le misérabilisme et dans le côté regardez ma main, tout ça, et vraiment, c'est pas un sujet. Peut-être, je crois, une fois, j'ai vu sa main, il jouait de la guitare avec, et c'était justement pour donner pour un truc genre Téléthon ou un truc comme ça. Mais au-delà de ça, je le vois jamais faire des trucs avec sa main, et limite, j'oublie en fait son handicap. Mais c'est évident que, enfant de l'immigration, famille pauvre, nombreuse, dans une ville comme Trappes, qui à l'époque était quand même assez chaude, hein. Déjà il y avait ça, et il y a aussi le côté, bah ouais, son handicap, ça aurait dû le niquer. Pas la bonne famille pour pouvoir aller faire des études peut-être plus intellectuelles, être aidé dans son rétablissement, dans le fait de se dire, même si c'est grave, j'ai des portes de sortie. Là il y en a pas, en fait. Quand t'es enfant de pauvre, prolétariat, et bon prolétariat hein, dans le cas de Jamel, plus la couche de racisme, plus l'handicap, il aurait jamais dû faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs il y a une, je sais pas s'il va le dire dans la vidéo, je l'ai déjà vu mais je me rappelle plus. Il y a une anecdote sur Jamel que j'aime beaucoup qu'il a donné à Combini, je crois, qui était, on lui a dit quand t'as eu ton accident, qu'est-ce que t'as fait? Et lui il a dit, quand je me suis réveillé, qu'on m'a expliqué que ma main droite, parce que c'est sa main droite qui a été broyée, quand on lui a dit qu'il pourrait plus utiliser sa main droite, immédiatement, de ce qu'il dit, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas j'aime beaucoup l'idée, immédiatement il a demandé un stylo, et il a commencé à écrire de la main gauche, genre pas le temps de niaiser. Et il explique ça pas en mode parce que c'est un super héros, pas en mode parce qu'il se laisse pas abattre, en mode non mais je suis au-dessus de ça, on s'en fout. Non, c'est juste qu'il avait conscience qu'en tant qu'enfant issu de l'immigration et pauvre, et ben il avait pas le temps de s'appuyer sur son sort. Il avait pas le temps de ouin, la vie est dure avec moi, tout ça, et bah vas-y, j'ai plus ma main, ben j'ai pas le choix, va falloir que j'utilise l'autre parce que ben sinon sinon je suis dans la merde en fait, je meurs, ou en tout cas je suis dans une situation beaucoup trop hard. Et ça c'est quelque chose, quoi qu'on pense de Jamel, au-delà de la blague hein, mais vraiment, quoi qu'on pense de Jamel, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis très admiratif de lui, que ce soit comment il a réussi à se défaire de son handicap qui aurait pu vraiment pour le coup l'handicaper vraiment plus que si il était né à Neuilly-sur-Seine dans une famille blanche bourgeoise privilégiée, que ce soit à cause de tout ce qu'on a dit depuis le début. Mais je suis aussi très admiratif, comme on l'a dit, le côté il a permis à tellement de gens d'avoir une chance autre que... En fait, il y a tellement de gens grâce à Jamel qui ont pu avoir un espoir de vie meilleure autre que le El Famoso, CAP maçonnerie, BEP coiffeur, vente, commerce, mais tu vois ce que je veux dire. Je caricature, mais c'est pour que vous voyez l'idée, quoi. Il a donné tellement d'espoir à tellement de gens de faire autre chose que Uber. Encore une fois, je caricature, parce que c'est une réalité que, bah, il y a des gens, malheureusement, ils ont pas accès à certains métiers, du coup, ils se rabattent sur sur ce qu'ils peuvent se permettre. Et c'est souvent les métiers, soit des métiers manuels, genre, bah, encore une fois, maçon, carliste, ouvreur, etc., soit des métiers, ben, un peu dégradants, genre, femme de ménage, homme de ménage, trucs comme ça. Il y en a, ils arrivent à s'en sortir, évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus dur, et tu as des poids supplémentaires par rapport à d'autres, et dans le cas de Jamel, les poids, il en avait pas mal. Quand vous voyez ça, à ce moment-là, une photo de cette personne, bon, ça sent mauvais quand même. Hein. Très mauvais. Il est beaucoup plus proche d'être SDF que d'être au Festival de Cannes. Et pour autant, ça ne va pas du tout faire faiblir son espoir. Ben, une anecdote, si tu veux, le jour où on m'a... Ah bah voilà, c'est l'anecdote dont je parlais. Ben, une anecdote, si tu veux, le jour où on m'a appris que je bougerais plus le bras, j'ai tout de suite demandé au docteur s'il pouvait me prêter son stylo pour écrire de la gauche. C'est une manière de nier que j'étais freiné ou diminué ou que je pouvais pas faire comme les autres, c'était impensable. Alors là il l'a pas dit hein, ce que j'ai dit sur le côté, de toute façon il avait pas le choix parce que sinon il aurait pas pu s'en sortir et tout, mais évidemment que ça joue aussi et évidemment que le côté, ben il y a des mentalités où dans certaines catégories sociales, dans certains milieux etc, évidemment que tu ne peux pas te permettre à aller au ouin-ouin et tu ne peux pas te permettre à aller dans le truc du oh les gars je suis handicapé, faut être gentil avec moi. Non, tu peux pas parce que bah tout le monde est dans la merde ou presque et que voilà au bout d'un moment ben il y a un délire de bah faut être fort et si t'es pas fort t'es un peu à la traîne quoi. Je caricature évidemment, c'est pas exactement ça mais on n'est pas là pour faire une thèse sur les différents milieux sociaux mais vous voyez l'idée, en tout cas je l'espère. Jamel avait un environnement social, un environnement économique, un environnement global qui faisait qu'il ne pouvait pas se permettre d'être à la traîne avec sa main tout simplement. Cet événement ne va pas du tout
l'empêcher de rire. Il va donc notamment faire un certain nombre de théâtres d'improvisation. Oh là là, il était cuss. Ah, ça se voit que ça mangeait pas beaucoup hein, chez les Debbouze à l'époque. Ah, le Aldi là, on le sent bien le Aldi avec vraiment les pâtes qui ont aucune propriété nutritive. On est ensemble frérot. Ah ouais non c'est terrible hein. Par contre on sent bien les années 80 aussi, la coupe de cheveux. Il va réussir toujours dans le début des années 90 à passer à la télé dans une émission du Téléthon. Il arrive donc à faire quelques petites percées dans cet environnement extrêmement fermé du divertissement en France, mais il va le faire de manière un petit peu irrégulière. Jusqu'à une rencontre qui va être fondatrice, qui va être extrêmement importante pour lui, et j'ai presque envie de dire même pour la ville de Trappes hein, d'ailleurs, avec Jean-François Bizot, qui travaille à l'époque pour Radio Nova, qui le repère, qui pète un câble devant Jamel, et qui lui propose une émission récurrente sur son antenne. Pour la première fois de sa carrière, il a l'opportunité de rentrer dans le quotidien des gens. Et surtout, par la radio. Et ça peut paraître anecdotique, mais on est dans les années 90, Jamel il est en situation de handicap, et ça fait que, par la radio, on ne le voit pas. On ne voit pas son physique de gringalet qui bouffe pas assez. On voit pas sa main broyée par un TGV. On voit pas qu'il est maghrébin. On le sait, mais on le voit pas. Ça fait que cette entrée, elle peut paraître plus douce dans la tête de certains. Tu vois ce que je veux dire? Et même sans parler des racistes, hein, il y a aussi le côté, les gens vont le prendre tel qu'il est, et pas comme quelqu'un avec qui il faut avoir pitié, donc on rigole parce qu'on a pitié. Hein. Et ça, c'est une chance pour Jamel d'avoir pu faire ses premières vraies armes sans qu'on sache, entre guillemets, pour sa main. On le voit comme un chroniqueur, un animateur, mais pas comme la caution handicap et maghrébine de Radio Nova. Et il va la saisir en s'accompagnant d'un autre des jeunes de son quartier, un certain Omar Sy. Et si ça lui permet de se faire repérer d'un certain public, ça va surtout lui donner des premières productions, un premier portfolio, qui lui permettront de rentrer sur un média où il transformera vraiment l'essai, pour le coup, la télévision. Il animera à partir de 1998, tous les jours, une chronique quotidienne sur Canal+, le cinéma de Jamel, justement du nom de cette chronique qu'il avait faite pendant plusieurs années sur Radio Nova. C'est culte, le cinéma de Jamel. Encore aujourd'hui. C'était une proposition extrêmement novatrice. Clairement, le cinéma de Jamel, c'est YouTube avant l'heure. C'est les podcasteurs à la Cyprien, Hugo Toussal et compagnie avant l'heure. Le gars était précurseur à ce niveau-là. C'est pas le seul évidemment, mais il a fait partie de ceux vraiment qui ont été précurseurs de YouTube avant même que YouTube existe, hein, pour vous dire. Comme à l'époque, tout ce qui se passait un petit peu sur Canal+, à la fois sur la forme, parce que c'est quand même un YouTuber qui vous fait un podcast sur les différents types de profs en 1998, et aussi sur le fond. Parce que le premier truc que j'ai dit sur Jamel, c'est qu'il est né Jamel Debbouze. Il est issu de l'immigration, il a vécu un certain nombre de difficultés, et pourtant il s'intègre quand même au show business. Et il s'y intègre sans rien changer à son authenticité, encore une fois, au point d'y ramener Omar Sy, simplement parce que c'est le seul mec de Trappes qui a le permis en fait. Non, attends, non. Cette vidéo, cette interview, elle est incroyable. Tu sens tellement l'amitié entre Mouloud, Omar et Jamel. Elle est folle. Et les anecdotes qu'ils donnent sont super bien, mais c'est surtout le mood. Ils sont en train de se marrer tout le temps. Ça se voit que c'est deux gars qui ont vécu ensemble toute leur adolescence, leur enfance, qui se kiffent, qui kiffent aussi Mouloud, bien évidemment, mais vraiment qui ont des private jokes à outrance, et juste ils se regardent et sont morts de rire. Et ça fait trop plaisir. Mais il a raison dans le côté Jamel, le côté que certains prenaient pour ultra caricatural, dites-moi pas que c'est pas vrai, du petit maghrébin qui sait pas très bien parler français, ah c'est rigolo, c'est à la fois évidemment comique, exagéré, fait exprès de la part de Jamel, mais c'est aussi une manière de pas nier son identité, de pas nier d'où il vient, et de jouer avec les codes en mode, du coup, vous riez peut-être parce que je fais mon accent, mais en attendant, grâce à ça, vous avez plus facilement les voix des personnes concernées, donc là, dans l'occurrence maghrébine, et il y a un côté, un imaginaire autour de tout ce qui est l'Afrique, et là, le Maghreb plus particulièrement, c'est imposé dans le foyer de millions de Français et Françaises qui peut-être sans Jamel, sans Omar Sy, sans Gad Elmaleh, sans Eric et Ramzy, n'auraient pas eu accès à ce genre d'humour et à ce genre d'imaginaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle même pas forcément que de couleur de peau, hein. Je parle aussi de un imaginaire plus de banlieue. C'est une autre histoire maintenant. Non, y a pas que ça, y a pas que ça. Non, Omar, y a pas que ça. Y a pas de calcul, y a pas de cynisme, tout est sincère. Et donc à la fin des années 90... Ah bah oui, hein, tout est sincère, parce que t'imagines bien que si jamais il devait calculer pour ramener quelqu'un de son quartier, ok Omar Sy avait une voiture, ok il s'entendait bien avec lui, ok Omar est très drôle, mais c'est pas Omar Sy qui l'aurait essayé d'alpaguer pour faire des trucs avec, tu vois. C'était personne Omar à l'époque. On a tous les jours sur Canal+, un humoriste de banlieue qui fait des blagues au sujet de sa vie de banlieue. C'est fou. Ça, quand même fou. En termes de représentation, c'est pas rien.
Et puis en parallèle de ça, il fait H avec Eric et Ramzy. Il devient donc un peu incontournable dans le paysage médiatique français. Ah mais ça, n'empêche, quelle période, hein, les années fin 90, début 2000. En fait, c'est simple, jusqu'aux 2 tours, les Arabes avaient trop la cote en France. C'est un truc de malade, genre. On s'en rend pas compte aujourd'hui, tellement l'islamophobie, même si l'antisémitisme aussi fait une percée malheureusement, mais tellement l'islamophobie est devenue mainstream, on se rend pas compte à quel point avec Jamel Debbouze, Gad Elmaleh qui vient du Maroc, qui est peut-être juif mais vient du Maroc, avec Eric et Ramzy, avec toutes ces personnalités-là, plus la Coupe du Monde 2018 avec Zidane, etc., etc. Même à Yam, hein, avec Je danse le Mia et tout, c'était hype d'être rebeu. Après, il y a eu 2001, malheureusement. Mais sans ce tragique événement, je me demande comment la dynamique, la mode rebeu, entre guillemets, elle aurait continué. Et ça va attirer énormément de lumière sur le spectacle qu'il prépare à ce moment-là, Jamel en scène. Alors c'est son 2e spectacle, j'en ai pas parlé parce que le premier est resté quand même un peu confidentiel. Celui-là, c'est une explosion phénoménale. Et évidemment, bon, on change pas une équipe qui gagne, c'est à la fois salué parce que c'est drôle et que ça fait rire, et parce que c'est quelque chose d'assez nouveau dans le stand-up d'avoir cette représentation de cette jeunesse, de cette génération. C'était le premier. Alors, je suis d'accord, mais par contre, en vrai, Jamel en scène, c'est sympa. Et pareil, hein, je suis d'accord avec lui, hein, sur tout ce qu'il dit, sur le côté, c'était nouveau, ça dénonçait certaines choses qu'on n'avait pas l'habitude à l'époque, etc. Un vrai coup de fraîcheur. Mais à titre personnel, je trouve qu'il a mal vieilli. Il y a certaines vannes qui sont très bonnes, mais tu sens qu'il avait pas encore la maturité nécessaire. Personnellement, je préfère largement 100% Debbouze, celui qui vient après, qui est bien mieux maîtrisé et qui a encore pile dans cette ère où Jamel était vraiment super hype au toit du monde. Son spectacle devient donc absolument culte. Tout le monde commence à reprendre un petit peu les blagues et les phrases et même le ton de Jamel par moment. Oui. C'est la consécration de sa carrière. Alors qu'il était probablement le plus destiné par les statistiques et par la vie à l'échec, il a réussi à faire mentir tout ça et à grimper au sommet. Jamel était le contre-exemple. C'était la preuve que ce milieu... Après, il y en avait un autre dans la même époque, je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'était un mec, un autre humoriste maghrébin qui en parlait qui a une quarantaine d'années, qui disait à l'époque qu'il y avait un gars, un humoriste, ensuite il y a eu Jamel, et à cette époque, il y avait un délire de « il ne peut en rester qu'un », tu vois, tu ne peux avoir qu'un seul humoriste maghrébin à la télé, parce que c'est comme ça, tu vois, tu dois avoir la caution, mais sinon pas plus. Donc voilà, petite précision, il y avait un autre gars, je sais plus son nom malheureusement, désolé. Mais c'est vrai que par contre, à aussi grande échelle, Jamel c'était le premier par contre. Ça c'est vrai que Jamel, autant l'autre était un peu connu, mais dans son jus quoi, Jamel est devenu culte. Le show business un peu fermé, il n'était pas complètement hermétique à la société, et qu'on pouvait en faire changer au moins les acteurs, avec des gros succès critiques et avec un engouement populaire fort. Parce que c'est ça qui se passe autour de Jamel à ce moment-là. Et ce plébiscite-là va même lui permettre de dépasser cette condition et ce personnage jeune de banlieue qu'il avait fait monter au sommet. Après ça vient en 2002 Astérix Mission Cléopâtre. Ça va être bien. Alors avant ça, il y avait quand même Amélie Poulain. Certes, il a un petit rôle, mais quand même. Mais Mission Cléopâtre, évidemment, cultissime, évidemment. Il sera même contacté quelques années plus tard par Luc Besson pour un film qui est beaucoup plus introspectif, dans lequel il joue le rôle d'un homme qui est à la limite du suicide. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans l'humour. Il parle d'Angela, pour le coup, le film de Besson, qui est un excellent film d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Faudrait que je le revoie, peut-être qu'aujourd'hui j'aimerais moins, mais en tout cas, j'avais énormément aimé. Et si vous avez l'occasion de le voir sans avoir besoin de donner de l'argent à Luc Besson, n'hésitez pas. Très dans ce monde du cinéma français qui est un peu fermé, et à dépasser le personnage qui s'était créé pour y rentrer, c'est devenu une icône comme les autres. Avec rien de plus que de la détermination et du talent. Mais là où ça devient encore plus fascinant, c'est qu'il est tout autant déterminé à percer qu'à permettre aux autres de percer. Et ça, c'est différent. On est à ce moment-là en 2005. Jamel est au sommet de sa gloire. Il a même fait un 3e spectacle, 100% Jamel, qui a eu à peu près le même succès que le précédent. Et il lance, en plein milieu de l'été, une émission qui va devenir énorme, le Jamel Comedy Club. Alors mesdames, messieurs, aujourd'hui en exclusivité mondiale, je vais vous présenter ce qui va être les stars du stand-up en France. Et c'est vrai, il y en a plein, c'est devenu des stars du stand-up ou de la comédie en règle générale. Et c'est vrai de ouf. Non mais c'est fou il y a tellement de choses à dire sur Jamel à ce niveau-là, je pourrais en faire un très long moment. Et on se rend pas compte aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins, à quel point il y avait quasi zéro porte d'entrée pour certaines personnes. C'était vraiment extrêmement rare pour certaines personnes de pouvoir aller dans le milieu du showbiz. Déjà que ça allait pas forcément simple aujourd'hui, mais à l'époque, laisse tomber. Et Jamel a vraiment apporté ça, et ça on peut pas lui enlever en vrai. Qu'on aime ou pas son humour, qu'on aime ou pas sa carrière, ou certaines de ses décisions et de ses choix politiques d'ailleurs aussi. Lydia, c'est le Jamel Comedy Club. Alban Ivanov, c'est le Jamel Comedy Club. Haroun, c'est Jamel. Frédéric Shaw, c'est Jamel. Thomas Gijol, c'est Jamel. Je crois même que Fabrice Eboué, c'est Jamel. Enfin, de manière directe, il a fait percer des gens et il continue à les faire percer.
Et je parle même pas du nombre d'humoristes qui ont aujourd'hui perpétué la tradition de créer leur comedy club. Aujourd'hui, ils sont extrêmement nombreux à le faire, et c'est en partie Jamel, en 2008, après le succès de l'émission, qui va lancer un petit peu ça. Avec le Jamel Comedy Club qui va exister physiquement dans le 10e. Il a suffi que lui arrive à rentrer dans les rotatives de l'humour pour qu'il arrive à le réformer de l'intérieur. Peut-être que Jamel Debbouze peut être accusé de carriérisme et d'opportunisme sur certains de ses choix, mais à ce moment-là, il apparaît que si il a été à un moment carriériste... Et ça, c'est vrai que y a des choix de Jamel qui sont contestables, il y a des trucs où on peut dire c'est un CSC, il y a des trucs, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, sur la volonté de base, c'est aussi de faire croquer, tu vois. Malgré ce qu'il fait à côté, il a fait croquer plus que beaucoup. En vrai, c'est l'un de ceux qui a fait le plus croquer dans le show business français, tout court d'ailleurs, et des personnes à qui on fait pas forcément croquer d'habitude en plus. Ensuite aux autres de continuer à faire carrière. Voilà. C'est pas que un coup, Jamel Debbouze en fait. Cela dit, des coups, comme je les appelle là, il va quand même en faire un qui va rester particulièrement dans les mémoires. En 2006, il participe, notamment avec Sami Nasseri, au film Indigène. C'est un film qui parle des anciens combattants français et qui pointe une réalité glaçante pour tout le monde à ce moment-là, la pauvreté de ces anciens combattants. Leur pension a été gelée jusque dans les années 50-60, au point que certains d'entre eux ont été obligés de quitter la France, ne plus pouvoir y habiter alors qu'ils ont combattu pour, parce que trop mal payés. C'est quelque chose qui va beaucoup émouvoir. C'est fou. Enfin, moi, ça me paraît tellement incausable, ce genre de truc. Après, j'oublie qu'on vit dans une saucisse, mais c'est fou que ce soit arrivé, et c'est fou qu'il ait fallu, entre autres, Indigène, qui est un excellent film, vraiment, regardez-le, pour faire réagir l'opinion publique, tu vois. Mais c'était l'époque où ça marchait encore, mais il va en parler. Dans l'opinion publique, à commencer par un certain Jacques Chirac, qui en 2006 vote une revalorisation de ses pensions. Là, c'est plus seulement l'émancipation, c'est plus permettre aux gens qui ont envie d'y arriver de le faire. Là, pour une fois, grâce à une action individuelle, elle devient structurelle. C'est-à-dire là, concrètement, ça change la vie de gens, les droits des gens. Cet engouement, il est dingue, évidemment dingue, mais il y a une personne qui est plus surprise que toutes les autres par cet engouement, Jamel Debbouze lui-même. Si j'avais prévu tout ça, je n'y serais évidemment jamais arrivé. C'était impensable ce qui m'arrive. Les choses se sont faites au fur et à mesure, sans jamais aucun calcul. Bon, essayons d'expliquer de manière un peu plus froide pourquoi ça a marché pour Jamel. Bon, évidemment, parce que c'est drôle, hein, c'est évident, et il y a beaucoup d'artistes qui ne se rendent pas compte de leur propre talent. On va pas le nier, voilà, c'est parce que Jamel est drôle. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'il a eu cette place? Pourquoi est-ce que les gens lui ont fait confiance? Comment, en quelques années, il passe de concours d'improvisation à Radio Nova, à une chronique quotidienne sur Canal+. Comment est-ce que ce chemin a été possible? Parce que c'est vrai qu'en vrai, ça a été très rapide. Quand tu le vois comme ça, tu te dis... en fait, tout a l'air toujours très rapide quand tu le vois avec le recul sur les années. Tu sais, quand on te dit, machin a galéré 2 ans avant de réussir, tu dis, ah ouais, rapidement quand même, mais c'est quand même 2 ans. 2 ans, c'est long. Mais Jamel, une fois que ça a commencé, même s'il y a eu des petits couacs, évidemment, hein, ça restait rapide, entre guillemets. Donc on va voir pourquoi, selon Willan. Je pense que pour comprendre pourquoi il y a eu cet engouement-là, il faut un peu resituer le contexte politique du moment. C'est important de remarquer que la formule Jamel fait recette à partir de la toute fin du siècle. Au moment de l'engouement, au moment où il devient culte, on est en 98, et la France est encore dans l'espèce de blast de la victoire de la Coupe du Monde. Déjà, je vous en parlais tout à l'heure, hein, l'époque Jamel, Coupe du Monde, Gad Elmaleh, Ricky Ramsey, mais il y a un truc que j'ai oublié de dire, et qui est très important malgré tout, c'est les mouvements qu'il y a eu dans les années 70 et 80, avec notamment la marche des Maghrébins qui a été récupérée ensuite par le gouvernement Mitterrand qui a fait Touche pas à mon pote, ça vient de là, mais que ce soit la marche, Touche pas à mon pote ou d'autres choses, ou même les trucs caritatifs des années 80, du genre We Are the World, ou Resto du Cœur et tout, il y avait un truc de bienveillance envers le tiers-monde, tu vois, je sais pas comment expliquer le truc de l'Occident qui se voulait un peu protecteur et gentil, et papa qui donne un peu de monnaie à son enfant du tiers-monde pour l'aider, très paternaliste, mais ça allait aussi avec une volonté de dire c'est pas gentil d'être méchant, c'est pas gentil d'être raciste, sans pour autant faire les politiques qui vont dans ce sens, bien évidemment, mais le discours était là, et ça a un peu marché. Enfin, il y a pas que le discours, et évidemment le fait que il y a eu aussi des actions concrètes, hein, Zidane qui marque avec son coup de boule, le premier qui, enfin avec son capté, Zidane avec sa tête, Jamel, Eric Ramsey, tout ça quoi. Alors évidemment qu'il va pas durer pendant 3 ans aussi fort que le lendemain de la Coupe du Monde, mais mine de rien ça aussi ça a eu un effet extrêmement fort. À ce moment-là donc évidemment que tout le monde cherche à se placer un petit peu sur ces créneaux, et notamment Canal+.
Ils le feront directement dans le foot quelques années plus tard, ils vont racheter le PSG et ils vont tout miser sur cette France black blanc beurre, ça sera un peu plus loin dans les années 2000 et ça prendra pas de fou, hein. Mais Canal+, ça représente aussi ça. Et évidemment, là, je le fais apparaître de manière cynique, mais ça peut être lié à l'idéologie et à la vision qui infuse dans la tête des producteurs. Davantage qu'un choix stratégique de positionnement sur un marché très précis, c'est probablement des gens qui, pénétrés par leur société, apprécient ce discours à ce moment-là. Jamel Debbouze était le profil qu'il fallait, au moment où il le fallait, dans l'esprit Canal de l'époque. Et avec le talent qu'il fallait, évidemment. Mais de toute façon, c'est toujours ça, hein. C'est toujours un mélange de talent, de travail, de chance et de moment. C'est tout combiné qui fait que tu réussis ou pas. Et à quel niveau. Après, il y a aussi la persévérance, il y a aussi plein de choses. Mais le moment est ultra important. Effectivement, pour Jamel, là, c'était le moment. Et en plus, il est très drôle. Il a beaucoup taffé, parce que s'il avait pas taffé, ça aurait beau être le moment, il y aurait peut-être eu un petit buzz, mais ça serait retombé tout de suite, tu vois. C'est donc ce visage-là qui va pouvoir émerger en France et qu'il va essayer d'entretenir quand cet effet de blast a se pété la gueule. Hein. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains au cœur de Manhattan. Dans le début à peu près des années 2000, le boomerang revient. On n'est pas non plus comme on l'est aujourd'hui, mais le 11 septembre fait qu'il y a un regain de ces discours identitaires. Un regain de discours identitaires, et effectivement, à l'époque, on le voyait un peu, mais un peu comme après Charlie Hebdo et le Bataclan, il y avait cette espèce de, malgré tout, de bouclier humaniste et social, de gens de droite et de gauche, hein, qui étaient en mode, c'est terrible, mais ne mettons pas tous les Arabes avec l'eau du bain, tu vois. Genre, ne mettons pas tous les Arabes en porte-à-faux, c'est pas eux qui ont fait ça reste des terroristes, etc. Mais il y avait aussi ce truc, malgré tout, à la fois de la société qui était quand même encore pas fascisée comme aujourd'hui, qui était en mode, non mais attendez, c'est pas tous les Arabes, c'est pas tous les Africains, c'est pas tous les musulmans, gardons notre raison, quoi. Et même à droite, hein, Chirac était dans ce style-là, et même à l'époque du Bataclan. Mais ça a permis à une certaine droite, et l'extrême droite, de justement poser leur pion en mode, ah on vous avait bien dit que c'était eux, on vous avait bien dit que les Arabes, les musulmans, les étrangers, c'était dangereux, on vous l'avait bien dit. Et plein de gens qui, sans les drames qu'il y a eu au septembre, Bataclan et compagnie, n'auraient peut-être pas prêté attention au discours identitaire, raciste et compagnie d'une partie de la droite et de l'extrême droite, ont commencé à y porter attention parce que pour eux, il y avait des preuves. Et ça a beaucoup joué. Les effets n'ont pas eu lieu d'un coup d'un seul. D'ailleurs, les effets d'une catastrophe ne se font jamais d'un coup d'un seul, sauf si c'est vraiment météorite qui détruit New York, tu vois. Mais les effets se sont vus petit à petit. Ça a gangréné le débat dans la société, ça a gangréné les débats sur les journaux télévisés, dans les chaînes d'actu, et puis avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié de plus en plus. Et des discours qui, dans les années 2000, seraient vus à leur juste titre comme des discours racistes, réactionnaires, exploitateurs, aujourd'hui sont vus par beaucoup de plateaux comme du bon sens. Mais ça s'est pas fait en un jour. Et ces drames-là ont beaucoup joué là-dessus. Mais bref. Le 11 septembre fait qu'il y a un regain de ces discours identitaires. La société est marquée par un débat public qui suit tout ça, avec la présidentielle de 2002 qui ne traite que d'insécurité. Ça a pas aidé, hein, et on le voit. Certes, la campagne de Jospin catastrophique et la multiplication des candidats et candidates de gauche a pas aidé, bien évidemment, mais 17% de Jean-Marie Le Pen à l'époque, c'était inconcevable. Aujourd'hui, Le Pen, 17%, c'est une défaite. À l'époque, c'était une énorme victoire. Le sens même du terrorisme est d'afficher la peur, et ses conséquences, c'est à cause du racisme et de la xénophobie. Ah, mais tout à fait, Vicomte de Rais, je suis totalement d'accord. Après, on pourrait aller plus loin en disant que le terrorisme est aussi une façon dont certaines personnes extrémistes, souvent d'extrême droite d'ailleurs, hein, puisque la plupart des organisations terroristes sont d'extrême droite, utilisent la peur et ou la religion pour permettre de véhiculer des idées extrêmes comme l'extrême droite le fait chez nous. Et ça, c'est possible en partie parce que il y a un climat de merde dans le pays et parce que les gens sont mal, donc vont plus facilement aller vers des takes extrêmes, voire violentes, comme par exemple l'extrême droite en France. Pourquoi véhiculer des idées extrêmes? Les idées extrêmes, elles permettent justement à des personnes désespérées de trouver un sens, une lutte et un but. Peut-être que si l'Occident n'avait pas décidé de faire du monde, dont les pays du Moyen-Orient, entre autres, leur terrain de jeu et leurs sources privilégiées de pétrole, par exemple, peut-être que si jamais il n'y avait pas eu les joujoux de guerre froide entre les Ricains et les Russes qui donnaient des armes à certains pays pour se faire des guerres interposées pour avoir un maximum de monopole idéologique contre le capitalisme et le communisme, je mets des gros guillemets à communisme parce que TMTC c'est pas du vrai communisme,
peut-être que ces pays-là n'auraient pas été dans des guerres avec des putsch, des coups d'état, des guerres civiles, etc. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces graines de désespoir qui ont germé et qui ont donné des raisons à des gens d'aller vers des organisations terroristes. Ce sont que des prétextes géostratégiques. Ah mais moi je suis d'accord hein, que pour les têtes pensantes c'est des prétextes. Par contre pour la chair à canon, pour le partisan de base, bah, par contre c'est idéologique parce qu'il s'est fait gaslight, il s'est fait avoir par ces discours-là justement. Avec les conséquences électorales qu'on lui connaît, et en quelques années plus tard, 2005. Il se passe donc ça dans l'actualité politique du pays. Et face à ce truc-là, les personnalités comme Jamel, comme Eric et Ramzy, etc., continuent de représenter ce qu'elles représentaient à l'époque de la France black-blanc-beurre, le vivre ensemble. Et c'est compliqué de prôner le vivre ensemble et tout, ce qui est une noble cause. Attention, et c'était ultra nécessaire à l'époque, et je pense que les Jamel, Eric Ramzy, etc., ils ont énormément aidé à faire en sorte que les idées réactionnaires, racistes et tout, elles se soient pas infusées aussi rapidement à la société qu'elles auraient pu le faire s'ils n'avaient pas été là. Mais comment vouloir gaslighter du coup? En vrai, c'est compliqué, et puis ça dépend à quel point pour moi t'es gaslighté, et les actes que t'as commis, tu vois. Quelqu'un qui a été raciste dans son coin à dire des conneries racistes au PMU ou sur Twitter pendant des années, mais qui se rend compte au bout d'un moment que il est gaslight et qu'il passe à autre chose, bon c'est pas ouf, mais vas-y, au bout d'un moment, si tu donnes de vrais billes comme quoi t'as bien compris et que tu fais l'inverse aujourd'hui, donc t'arrêtes d'être raciste et machin, moi je suis plutôt du genre à on a droit à des rédemptions, on a droit de changer d'avis, on a droit d'arrêter d'être con et raciste et haineux. Après ça dépend qui, tu vois. Si aujourd'hui Marine Le Pen me dit ouais c'est bon j'arrête d'être raciste, va vraiment falloir que tu fasses de sacrées preuves, hein, parce que je vais avoir du mal à te croire. Après, sans cautionner le racisme, connaissant un fonctionnement humain, c'est contre-intuitif de rationaliser nos émotions. Ah, mais sans parler de rationaliser nos émotions, mais juste ne pas se tromper des causes de nos émotions. Parce que dire je suis pauvre, on s'occupe pas des services publics, les hôpitaux, tout ça, c'est de la merde. Oui, le dire parce que c'est à cause des Arabes, non, parce que factuellement, ce n'est pas vrai. Avoir ce sentiment d'injustice, de peur, etc., je l'entends, mais il y a une différence entre l'avoir et se dire tout ça c'est à la faute de telle communauté et de se dire peut-être qu'il y a des engrenages d'un point de vue gouvernement, entreprise, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cet état là aujourd'hui? Et normalement si jamais tu regardes bien les choses, bah tu vois bien que c'est pas à cause des étrangers en fait, ou alors t'as raté des chapitres de la géopolitique depuis des années, tu vois ce que je veux dire. Elles le représentent, mais au-delà de le représenter, elles le font vivre aussi par leur humour. Le sous-texte de l'humour de Jamel, c'est un attachement extrêmement fort à la France, précisément parce que c'est une France métissée. Je suis français, musulman, artiste, marié à une chrétienne, journaliste. Ma fille s'appelle Lila Fatima Brigitte. Et ça, pour moi, c'est la France. Il est complètement contre les communautés, il est complètement consensuel. En fait, la seule chose qu'il représente politiquement, c'est le fait d'être ensemble. Et ça, c'était beaucoup dans les années 2000, ce truc de essayer d'être ensemble. On le voit avec Intouchable, on le voit avec Jamel. C'est un peu l'humour clavier, mais avec le côté racisme en moins, tu vois ce que je veux dire? On est ensemble dans la merde, on est ensemble harcelés par les difficultés de la vie, on est assaillis de problèmes, mais on est ensemble. Faut pas se laisser faire non plus, franchement. Mais c'est normal qu'il soit dans cet état-là. Il voit bien que l'ascenseur social, il est bloqué au sous-sol et qu'il pue la pisse. Comme une manière de nous montrer que cette sclérose n'a pas lieu d'être. Qu'au fond, on peut passer au-dessus et coopérer pour vaincre ces difficultés. Le monde de la culture en général. Oui. C'est à ce moment-là qu'on voit exploser 113, le succès d'Amel Bent, le succès de Vita, qu'on voit même Diams. Diams qui le dit d'ailleurs. On est des nazes à ce qui paraît, faudrait qu'on se casse. Venez on sort de nos cases, venez on se sert de Marianne pour sortir de nos bulles. Et alors que la France est secouée, ces représentations rassurent. Parce que ça marche pour Jamel. Il s'en sort, il arrive vraiment à réunir la France par son humour, il apporte vraiment des solutions. En somme, la France du mérite fonctionne. Raison pour laquelle aussi, si ça devait arriver maintenant, cette espèce de posture autour de l'universalité, de l'antiracisme, etc., aurait certainement moins de succès. Et bah ça, c'est totalement le prisme qu'avait essayé d'avoir la partie socialiste Valls et compagnie avec tout ce qui était printemps républicain dans les années 2015-2016. C'était ce truc de universalisme, on voit pas les couleurs, nanana. Ce qui est complètement con en fait, parce que, bah, comme tu l'as dit, Vicomte de Rais, hein, ne pas avoir les couleurs, c'est ne pas admettre qu'il y a des problèmes et ne pas les régler. Genre dire oui, non, on s'en fout de la couleur de peau de cette personne qui s'est fait tabasser par un flic. Peu importe. Ouais, d'accord, mais si jamais tu vois que 90% du temps, c'est les Noirs et les Arabes qui se font tabasser par les flics, peut-être que la couleur de peau, elle a un intérêt, en fait, pour savoir pourquoi. Parce que Jamel n'a jamais caché
qu'il était de gauche. Il a soutenu Ségolène Royal en 2007. Dans son spectacle en 2004, il vanne un peu Jacques Chirac. J'ai voté Chirac, ça a l'air qu'il va obligé. Mais en fait, Jamel, c'est le pur produit des années Mitterrand, des années Jospin, des années socialistes, où on pensait naïvement que grâce au vivre ensemble, grâce à des petites aides par-ci par-là, grâce à la naïveté en fait du PS, hein, tout simplement de l'époque, naïveté pour certains, calcul pour d'autres. Attention, eh ben c'est vraiment un produit de cette époque, Jamel, du truc du tous ensemble on peut y arriver, on peut aller au-delà du racisme, on peut faire quelque chose, etc. Ce qui est faux, malheureusement, si tu t'attaques pas au vrai problème, c'est-à-dire les grosses entreprises qui, si jamais tu les laisses faire, prennent encore plus, la dérégulation du marché, les crises financières, d'ailleurs en 2007-2008, et c'est nous qui trimons le plus, le Covid, on voit bien que les milliardaires se sont enrichis, les pauvres étaient de plus en plus pauvres, voilà, ça va avec, parce que si jamais tu fais que le discours mais pas les actes, qui était typiquement en grande partie la take PS de l'époque, hein, Mitterrand à Hollande, enfin Mitterrand à Jospin plutôt, ça marche pas, et c'est pas une petite mesurette sympathique comme les 35 heures, certes, ou le mariage pour tous, etc., qui vont changer fondamentalement les choses, et surtout que d'une main tu mets les 35 heures, mais après tu privatises de l'autre. Mais quand il le faisait, c'était jamais de manière frontale, stigmatisante ou quoi, c'était toujours une manière de mettre à distance les idées, mais pas les personnes qui étaient de droite à l'époque. Il a toujours représenté en fait le maximum de ce qu'il pouvait faire de consensuel sans renier ses valeurs. Et non mais c'est super dur en vrai ce qu'il a fait de Jamel par rapport à tout ça, hein, parce que à l'époque ça faisait sens vraiment. Aujourd'hui quand on voit tout ça par rapport à ce que faisait Jamel à l'époque, enfin ça peut faire vraiment ah ouais le faux cul qui suce les bourgeois du PS pour se donner une caution de gauche quoi. Mais non, je pense qu'il était sincère, je pense que vraiment sincèrement il pensait que ça allait vraiment aider, parce qu'en plus ça marchait, le Jamel Comedy Club ça marchait, ça faisait ressortir des gens, indigènes ça marchait, grâce à ça Chirac il a donné des pensions, etc. Donc je pense que pour lui vraiment c'était la bonne voie à suivre. Et si le PS n'avait pas trahi en 2012 avec Hollande, peut-être que ça aurait vraiment marché, et si en plus il n'y avait pas eu d'autres drames entre les attaques terroristes et la crise de 2008, s'il n'y avait pas eu tout ça, peut-être que ça aurait marché. Il s'avère que non. Et ça veut aussi dire nécessairement disqualifier un ennemi, le Front National, à l'époque. Le PEN c'est la suppression de toutes les libertés, la censure. Mais si le PEN prend le pouvoir, plus jamais je serai libre. Et ça c'est pas possible. Et pour cause, il s'attaquait à une personne qui était révisionniste, qui était proche de Rivarol, qui était Jean-Marie Le Pen en fait. Enfin, il y a un moment, voilà. Parce que rire avec la France en... Mais non, Skip, il est pas antisémite, donc ça va, hein. En portant le discours politique, c'est aussi évoquer, au minimum, les ennemis de la France. Et à ce titre-là, Jean-Marie Le Pen, c'est un ennemi de la France, en tout cas de la France républicaine méritocratique, telle que cela représente des personnes comme Jamel Debbouze, comme Diams, Kerry James, le 113, tout ça. C'est d'ailleurs quelque chose qui se prolonge partout à l'époque, dans le milieu de la culture. La vidéo de Jamel qu'on vient d'entendre, par exemple, elle est issue d'une cassette qui était distribuée partout, où le FN avait fait un gros score en 2002 gratuitement, et on y entendait Zidane, Goldman, Édouard Baird, Alain Chabat, etc. dénoncer frontalement Jean-Marie Le Pen, et appeler à voter Chirac, appeler au sursaut républicain, appeler à l'union contre cette menace. C'est fou quand même, parce que des Alain Chabat, des trucs comme ça, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils le font plus, ou pas autant qu'avant. C'est 1000 fois plus facile aujourd'hui d'envoyer un tweet, un post Instagram, comme l'a fait Squeezie au pire, hein. Pas besoin de se mettre en avant méga de ouf, mais juste se positionner, on le fait de moins en moins. Alors oui, le changement de société, oui, Marine Le Pen a été très forte dans sa dédiabolisation, blablabla, mais même j'ai l'impression que les grosses stars ont de moins en moins, excusez-moi du terme, les couilles pour assumer leurs idées et faire front. Voter Chirac sans état d'âme. Les gens doivent voter Chirac. Donc dimanche, votons Chirac. Ah, ça a dû en faire bien mal à certains de dire voter Chirac. Ah, la vie de ma mère, j'ai pas envie. Voter Chirac, ah, je me dégoûte. Ah, il y en a, je me suis fait mal, je me suis mordu comme un con. Il y en a, ils ont dû être dégoûtés, putain. Mais la difficulté, c'est que dans l'humour, ça marche que si le public accepte ça de base. Sinon, la blague marche pas et au-delà de ça, elle devient scandaleuse. Le comique, c'est le miroir immédiat de la société immédiate. Moi, j'ai été un comique, je suis un comique des années 80 parce que je correspondais à cette époque. J'ai répondu dans l'immédiateté justement à ce contexte politique, social, etc. Aujourd'hui, Jamel correspond à une réalité. Et si ça a marché pendant des années et des années, aujourd'hui, le fondement idéologique de ça n'est plus aussi massivement partagé. Il n'a jamais été à l'unanimité absolue, évidemment.
Mais il arrivait quand même à agréger une large partie de la population avec cette proposition. Ah mais la proposition vivre ensemble, Black Bomber, allez, on est tous copains, faites-vous un bisou, elle a marché sur une partie de la société pendant quelques années quand même, hein. Peut-être une vingtaine, une trentaine on va dire d'années, de façon plus ou moins forte, tu vois, ça a commencé dans les années 80 je dirais, et ça a fini dans les années 2000-2010, avec des interruptions et des gros et des petits sursauts, mais ouais, c'était vraiment quelque chose, je suis né dedans, genre je suis né en 93, donc vraiment j'ai commencé à avoir mes premiers souvenirs pile à cette période de la Coupe du Monde 98, Zidane, Jamel, etc. Et ouais, il y avait quand même un consensus, enfin peut-être pas un consensus, mais en tout cas, pas mal de gens soit s'en foutaient, ou soit étaient plus en mode oui, c'est quand même mieux si on vit bien ensemble, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a, mine de rien, un peu perdu aujourd'hui, avec les années de dédiabolisation du RN, avec les réseaux sociaux, avec la montée des fascismes, tout simplement. Vous imaginez aujourd'hui Alain Chabat, Jean-Jacques Goldman, tout ça, appeler au sursaut républicain, attaquer frontalement le RN, aller faire campagne chez ses militants, vous imaginez un petit peu ça? Bah non. Le réel devient beaucoup plus politique qu'il ne l'était auparavant. En fait, c'est surtout que, ouais, c'est pas que les gens parlent forcément plus politique, c'est que déjà ils en parlent plus, oui c'est vrai, mais c'est pas naturellement. Déjà les réseaux sociaux ont beaucoup joué là-dessus, mais aussi en fait la réalité s'est fait rattraper par les discours politiques. Au sens où, par exemple, typiquement l'écologie, quand on disait ouais, dérèglement climatique, ça fait depuis les années 50 hein, que ça gueule pour ça. Ça fait depuis les années 60 que les gens y préviennent. Mais, vas-y, c'est bon, on s'en bat les couilles. Ça se voit pas. Mais là, ça commence à vraiment se voir, le dérèglement climatique. Du coup, le débat politique de l'écologie, trier ses déchets, tout ça, vient naturellement s'impliquer dans la société, dans les discussions des gens, parce que, quand même, il fait vachement froid pour un mois de juin. Ouais, mais d'un côté, avec le réchauffement climatique, ah, toi, t'y crois? Ah ouais, toi, non, et on en discute. Là où avant, ça se faisait pas forcément. Et là, je parle du réchauffement climatique parce que c'est tangible et c'est facile à comprendre comme exemple. Mais c'est pareil pour l'économie, tu vois, le fait que maintenant, on galère même à s'acheter des pâtes, ma bonne dame, c'est quelque chose. Par exemple, au-delà de tous les événements dont on a déjà parlé, leur réponse politique, dans les années 2000 et jusqu'en 2012 à peu près, est matérialisée par Nicolas Sarkozy, qui est détesté par ce monde-là, beaucoup plus que ne l'était Chirac, du fait de son approche extrêmement identitaire de la politique de droite. Je sais pas s'il l'invente, mais il va vraiment porter ce côté droite républicaine, dure, etc., qui aujourd'hui est vraiment très revendiqué par Marine Le Pen. Je sais plus c'est qui en parlait, n'hésitez pas à aller voir, je crois, le portrait de Sarkozy, justement, mais qui explique en gros que Sarko a repris des textes de Le Pen père et des textes du Front National, il les a un peu adoucis et adaptés à un discours plus républicain pour pouvoir grappiller les voix du FN et pouvoir s'asseoir sur le siège de président. Je sais pas s'il l'invente, mais il va vraiment porter ce côté droite républicaine, dure, etc., qui aujourd'hui est vraiment très revendiqué par Marine Le Pen. Et si le pouvoir politique va un petit peu se calmer malgré tout, les attentats en France vont encore plus considérablement marquer les esprits de la population, et même la gauche, je mets des guillemets à ça, hein. Tu m'étonnes que tu mets des guillemets à la gauche. Qui avait pourtant, au moins en façade, porté un progrès social, entrera en conflit avec cette vision très ouverte de Jamel, au point que Jamel se positionnera par rapport à ce discours en complet désaccord. Et pour cause, elle va commencer à parler de déchéance de nationalité, de printemps républicain et de tous les discours très peu tolérants qui entourent tout ça. Ah ça, Hollande, il a fait tellement de mal à la gauche, à l'antiracisme, aux luttes sociales, à tellement de choses, il a tellement niqué de trucs. Et il y a des gens qui veulent le voir revenir en ce moment, JPP. C'est horrible à quel point ce gars a niqué tellement de choses et a niqué le minimum de confiance que les gens avaient encore dans le social, dans la gauche en fait, et ses valeurs, c'est terrible. Eux-mêmes vont introduire des grilles de lecture basées sur l'intolérance, basées sur des mises sous suspicion constantes. Elles vont donc rentrer dans le champ de l'acceptable du point de vue républicain. Et puis tout ce qu'on connaît depuis, le débat de l'entre-deux tours avec Macron en 2017, la montée en puissance du Rassemblement National du point de vue de sa base électorale, etc. Le débat public a changé, et il a changé suffisamment pour que des gens qui se reconnaissaient en partie dans le côté Jamel Debbouze, mythe républicain assimilationniste, ne s'y retrouvent plus. Et même pire, ne s'y retrouvent plus et trouvent ça hypocrite, parce qu'il y avait des gens à l'époque, ils s'y retrouvaient pas, mais ils s'en battaient les steaks. Maintenant, il y a même les discours réactionnaires et racistes ont tellement été ancrés dans la société que non seulement les gens se retrouvent pas dans les discours Black Bomber, à la Jamel, etc., mais en plus, ils trouvent ça hypocrite et ils ont un effet de réactance. Donc c'est ça qui est devenu dangereux. Ils ne s'y retrouvent plus du tout, et ils finissent par n'y voir que le résultat d'une gauche bourgeoise, déconnectée, qui ne se remet jamais en question, qui n'écoute pas
le peuple, il voit en fait dans son discours l'arrogance qu'il trouve à Yann Barthès. Et c'est logique, on peut plus railler l'extrême droite comme le faisait Jamel Debbouze à l'époque, quand elle fait 42%. Enfin on peut continuer, mais pas avec l'idéal universaliste que Jamel Debbouze défendait. Bah ouais, parce que si le RN fait 42% au deuxième tour, bah dans ce cas-là, là où avant, avec le même discours, tu faisais des blagues sur un consensus où tout le monde était d'accord de dire que le FN c'est des cons, et là aujourd'hui, tu as un discours beaucoup plus politique et beaucoup plus militant, avec pourtant la même vanne. C'est ça qui est quand même incroyable avec la fenêtre d'Overton qui a été déplacée de manière bien sale à droite, c'est que le même discours en 2000, le même sketch en 2000 de Jamel, tu le ressors aujourd'hui, ce serait un truc militant. C'est horrible, hein. Moi je trouve ça triste à crever, mais ça marche plus. Là où avant il y avait un récit universel républicain qui arrivait à réunir 80% de la population au bas moment, aujourd'hui, parce qu'on n'a plus les mêmes médias, parce qu'on n'a plus les mêmes faits divers, on n'a plus les mêmes actualités, on n'a plus ce récit. Une universalité politique, comme elle pouvait être défendue par des Jamel Debbouze, n'existe plus. C'est-à-dire que les réalités sociales et médiatiques sont devenues tellement hétéroclites dans la société que même un sous-texte vaguement antiraciste qui se contente d'être le minimum de clivage sans renier ses valeurs comme l'a représenté Jamel, ça devient clivant dans la France de 2024. Et ça, c'est tellement réel, les gens, c'est tellement réel. Pas forcément que les gens soient racistes, quoique de temps en temps quand même, mais qu'ils y voient quelque chose de « oula, attention quand même, on va garder nos distances ». Dans l'humour, t'as donc deux options. Soit tu deviens absolument apolitique, soit tu deviens ce qui est devenu Walidia, en fait. Et c'est réel de ouf, mais pas que dans l'humour, hein. Je pense que dans l'art en règle générale et dans le divertissement en règle générale, là où avant tu pouvais faire tes petites vannes en mode oulala, pas bien le racisme et tout, voilà. Aujourd'hui, maintenant, ouais, faut soit être ultra lisse, ultra lisse, soit ben t'es considéré comme quelqu'un qui est partisan, qui prend parti. Tu fais des blagues archi politiques et tu te fais traiter de bobo déconnecté parce que tu t'attaques à ça et parce qu'il y a un côté hyper segmentant dans la société dans laquelle on vit. La question qui va donc rapidement se poser, c'est celle de l'espace politique qu'il va y avoir pour quelqu'un comme Jamel qui tend vers le consensus alors que la société est de plus en plus clivée. Dans une interview, Jamel a dit « Quand je dis que j'aime la France, que c'est le meilleur pays du monde pour beaucoup de choses, je m'en prends plein la gueule dans certains quartiers. Je sens une scission, car certains jeunes, aujourd'hui, n'ont pas eu la même histoire que moi avec la France, et ça, c'est dommage. » Et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, vis-à-vis du fait que Jamel, c'est vraiment quelqu'un qui a grandi dans les années Mitterrand, dans ces années-là, etc., tu vois. C'est vraiment le côté, il a pas vécu dans son enfance toutes les trahisons, en tout cas, il les a pas ressenties autant, aussi fort qu'il y a eu après. Le fait que les gens en ont eu de plus en plus marre d'être dans le côté, ouais, c'est bon, on n'est pas des victimes, on va pas s'excuser d'exister toutes les 3 minutes. Alors évidemment qu'avec tout ce que j'ai dit avant, ce qu'a fait Jamel et produit en conséquence le discours de personnalités comme Jamel Debbouze est incritiquable. À l'instar d'un Kerry James, le discours très motivationnel et les efforts faits pour mettre en musique ce discours a permis factuellement à de très belles histoires de naître. Mais si tout le monde est à peu près conscient que ça peut arriver, la critique repose beaucoup plus sur la proportion à laquelle ça va arriver, et même les efforts qu'on va devoir faire pour y arriver. Et c'est ça, hein, c'est El Famoso, selon d'où tu viens, ta couleur de peau, etc. Et ça a beaucoup changé dans ta vie. Et il y a des gens, ils te le refusent, ça. Ils refusent le fait que, bah oui, si t'es prolétaire, si t'habites en province, en banlieue, si t'es noir, t'es ceci, cela, et ben ça va être plus dur que si t'es blanc, de Neuilly, bourgeois, avec papa, maman, qui sont déjà dans les petits papiers de je sais pas qui, tu vois. Il y a globalement de plus en plus de difficultés avec cette France qui nous demande de montrer patte blanche. Cette France qui essaye de nous faire croire que tout est possible, mais qui, d'un autre côté, continue à reproduire ces schémas de domination. Et c'est la même chose aux États-Unis, hein, avec de plus en plus de gens qui en ont marre de croire à l'American Dream, etc. Il y a des scissions qui se font, parce que ben les gens sont de plus en plus désillusionnés des discours qu'on nous fait, et ça s'entend totalement. À force de te faire des discours encore et encore, tu te rends compte que bah ils marchent pas, t'en as marre quoi. Parce que le système est entretenu. Des gens qu'on identifie font frontalement partie du problème, perpétuent ce discours ad nauseam, continuent de le rendre acceptable en arrosant la société de discours soit directement racistes, soit reposant sur des biais racistes. Et c'est ça qui fait encore plus faire la fenêtre d'Overton du côté du racisme, etc. En fait, les critiques à l'encontre du système sont devenues beaucoup plus intersectionnelles. Les gens ont compris que c'était pas avec le capitalisme qu'on allait régler le problème du racisme. Et puis surtout, au-delà de l'intersectionnel, c'est aussi, les critiques sont devenues beaucoup plus concrètes en règle générale. Pas forcément du oui, c'est pas bien d'être raciste. Hein. Non, concrètement, il y a de plus en plus de gens qui s'expriment là-dessus, qui apportent leur témoignage, que ce soit des célébrités
société ou des gens de la vie de tous les jours sur les réseaux sociaux, de pourquoi ils trouvent que ça va pas, et en quoi, machin, etc. Et ça change beaucoup de choses. Parce que il y a une pensée concrète, il y a une dénonciation concrète, et donc il y a un besoin, une envie et une revendication d'action concrète. Parce que le problème du racisme, c'est que c'est une des structures de la société. Il va de pair avec le système de reproduction sociale, il va de pair avec le favoritisme, avec les inégalités, là encore, structurelles. Tout ça fonctionne ensemble, et on a plus tendance à trouver anormal d'avoir autant d'obstacles à surmonter pour vivre dignement, qu'à rêver de ceux qui arrivent à en triompher. En tout cas, en termes de discours politique, on ne rêve plus de ça. Ce n'est plus la solution, ce n'est plus la voie comme nous l'ont vendu pendant des décennies un très grand nombre d'acteurs. Ça veut pas dire que les gens se battent plus, ça veut dire qu'on se bat avec lucidité, et que si on veut des discours terre-à-terre, entrepreneuriaux, tout ça, on va pas les chercher chez des gens qui sont dans le système. Mais il a raison sur le côté, de plus en plus de gens sont de moins en moins à voir par le discours tout beau, tout gentil, des politiques classiques et tout. Et c'est pour ça que les extrêmes, les populistes, etc. ont de plus en plus la cote. Ce qui est vrai pour Marine Le Pen, ce qui est moins vrai pour Jean-Luc Mélenchon pour le côté extrémiste, mais pour le côté des voix qui vont contre, en tout cas qui ont l'air d'aller contre ce qu'il y a en place, quoi. Parce que Jamel Debbouze, il a fait tous les travaux qu'il a fait, on peut pas lui retirer qu'il a beaucoup œuvré pour l'inclusivité dans le milieu de l'humour, dans la culture, etc. Mais il l'a fait aussi parce que le système le voulait bien. Et aujourd'hui, c'est un artiste porté par les télévisions, par ce système médiatique-là. Mais il marque un point très intéressant et très important. Il a pu se développer comme il s'est développé parce que le système l'a laissé faire, Jamel. Parce que, comme on l'a vu, c'était une période bien précise, qui avait sens. Ça avait sens de faire développer Jamel à ce point-là, à ce moment-là. Chose que, si on était dans la même France de l'époque, mais avec le climat politique d'aujourd'hui, chose qui aurait peut-être pas été possible. Il est rentré de nous. Donc quand on critique le système, quand on a cette défiance du système, on va pas aller chercher chez lui de quoi s'armer contre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si je veux entendre un discours de motivation, pour m'en sortir, moi, je vais pas allumer Canal+, je vais pas mettre clic, je vais pas écouter Mouloud Achour, qui n'existe que parce que Vincent Bolloré, c'est l'espace politique qui lui ouvre inefficace. Je vais pas regarder ça en fait. Après, Mouloud, franchement, c'est sympa ce qu'il fait, vraiment c'est grave cool. Mais je vois le côté, je vais peut-être pas non plus m'inspirer de Mouloud Achour, parce que, c'est une place privilégiée qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Je vois l'idée. Naïf, on va dire, il est mis à mal par le réel, comme je le dis depuis tout à l'heure. Enfin, pardon, mais on autorise les néo-nazis à défiler, le gouvernement est complaisant avec les discours d'extrême droite qui faisaient l'unanimité auparavant. Les médias et formations politiques sont indignes de la question palestinienne. On fait des cagnottes pour soutenir un policier meurtrier. Le RN est imposé par le haut comme un vote populaire. Le système est quand même bien affairé contre la France de Jamel aujourd'hui. Et apparemment, tout va très bien. Apparemment, c'est normal tout ça. Genre, ça s'est fait en une dizaine d'années, mais apparemment, y a pas de problème. Genre, c'est terrible quand tu vois tout ça d'un coup et tu te dis, et ça, c'était que sur l'année, voire 2 ans, tu vois, max, tout ça là, tout ce qu'il a dit, tu te dis, oh putain. Il ne l'a pas toujours été, mais là maintenant, ça sent la reprise en main. Et je prends des exemples volontairement très récents, parce qu'il suffit de se baisser pour en ramasser, mais ça fait des années que ça dure. D'autant qu'on est à une époque où les grilles de lecture ont été largement mises à jour. Internet nous a permis de gagner un accès à plus de savoir et de mettre en commun nos vécus. Réaliser que les réserves là. Tout ça, là, tout ce discours et cette espèce de mascarade, on n'était pas seul à en avoir. Alors, très bon exemple et très bon extrait, Weinstein et MeToo. Ah, est-ce qu'on était obligé de le voir en gros plan, ce gros porc là? Et ça, mine de rien, ça va aussi faire du mal à l'humour très Jamel Comedy Club. On va dire, Jamel Comedy Club, ça va un peu mal vieillir, parce que ces humoristes vont se confronter à un problème qui tient à la manière qu'ils ont eu pendant 15 ans de faire rire tout le monde. L'approche, ça a à peu près toujours été faire rire tout le monde en riant de tout le monde, mais sans s'en moquer. Et ça a marché, encore une fois, pendant très longtemps. Mais regardez les sketchs porteurs de cet humoriste. Les choses qui permettaient ça aussi. Du sonal, c'est à 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Même si on n'a pas gagné, on va aux Champs-Élysées. Mais un Portugais dans une série, un hold-up, essaie de comprendre ce qu'il dit. Boum, bah, tout le monde le marche sur le terre. C'est moi qui le pige tous les. Au-delà du fait que je trouve plus ça drôle, c'est à la fois le sujet et pas le sujet, et de toute façon là c'est pas trop facile de faire en sorte qu'une blague soit pas drôle, mais ce qui est cringe c'est le message en sous-texte et la manière dont il est défendu. Moi c'est un truc qui me gênait un peu à l'époque, mais je pense que ça dépend aussi qui le fait et comment le fait lui. Par exemple là, ce gars là, j'ai jamais trouvé drôle avec son sketch sur les Portugais, mais quand Frédéric Shaw faisait son truc sur les Asiatiques, je trouvais ça drôle. Et c'est pas qu'une question de est-ce que la personne est de la minorité dont elle parle, c'est aussi la façon de le faire et le talent. Et par contre il a totalement raison dans le côté
côté, cet humour de Jamel Comedy Club de l'époque, il a un peu vieilli par le contexte, mais aussi par l'humour, tout simplement, ça vieillit. Hein. C'est vraiment l'un des trucs qui vieillit le plus vite. Que l'humour a, par facilité, ce truc de l'humour, tu dois à ce qui est rire de quelqu'un. Genre, si personne ne souffre, c'est pas drôle. C'est une des techs de je sais plus qui. Je vois l'idée, personnellement, je suis pas forcément d'accord. Tu peux rire sans que ça fasse souffrir quelqu'un, mais c'est vrai que c'est assez classique. Typiquement, la tarte à la crème, tu vois, dans la gueule, voilà, ou les Tom et Jerry en règle générale. Mais c'est aussi ce qui fait que ça peut vieillir mal dans le côté, si tu fais du mal à quelqu'un, là où dans les années 50, c'était normal de faire certaines blagues sur certaines minorités, aujourd'hui, bah, c'est complètement choquant et scandaleux et à juste titre. Si à l'époque, les sketchs que je viens de mettre me faisaient rire, aujourd'hui, c'est limite si ça m'offenserait pas un peu, en fait. En fait, avec la même approche, et simplement 15 ans de lutte sociale d'écart, Jamel Debbouze devient Ahmed Silla. Parce que c'est la même chose, hein, globalement. C'est le même propos, c'est la même approche, et ce qui était avant considéré comme un propos universellement rassembleur, etc., est devenu une haute trahison à ses propres origines, et ça te vaut des insultes racistes, pas que contre Ahmed Silla, mais de manière générale à chaque fois qu'une personne rit de sa communauté en s'utilisant elle-même comme joker. Et pourtant on peut regarder des interviews, des prises de parole, etc. Ahmed Silla est sincère quand il fait ça. Oh, il y a une volonté qui est un peu similaire à celle de Jamel, je pense. Donc c'est pas lui qui est différent. En réalité, ses réactions en disent plus sur nous, en fait, que sur lui. Parce qu'on a gagné, en tant que société de manière collective, en empathie. Ces blagues-là qui nous faisaient rire à un moment, nous paraissent bizarres, même sur le fond, parce qu'on sait qu'elles font du mal. Mais ce qui est paradoxal, c'est aussi parce que on a eu ces blagues-là, qu'elles ont été émergées dans la société, qui ont permis de diffuser le fait que, on soit habitué à avoir des blagues sur telle ou telle personne. Il y a une battle dans le chat, c'est rigolo. Il y a une évolution de blague qui a un impact sur l'individu. Évidemment, ça joue, mais de façon sociétale, il y a ce côté, sans les blagues humour de Jamel Comedy Club et compagnie, peut-être que on en serait beaucoup moins rapidement là, aujourd'hui, là où on en est, ah ouais, non, les blagues clichés racistes, faut arrêter. Parce que, grâce à elle, on est allé sur quelque chose d'autre. Et aussi parce que c'était fait par des personnes qui, fondamentalement, n'étaient pas racistes, n'étaient pas sexistes. La plupart du temps, ils riaient de leur communauté, ou alors s'ils riaient des autres, ils riaient aussi d'eux-mêmes, tu vois. Puis c'est humour très de banlieue, il y a plein de choses à dire en vrai, mais un peu la flemme là, faut qu'on avance. J'ai lu un témoignage sur Twitter de ça, et je trouve que c'est révélateur. Les blagues c'est drôle, quand c'est pas drôle, c'est pas une blague, c'est tout. Oui, on peut voir ça comme ça, Après, peut-on rire de tout? Oui, mais avec n'importe qui, la saucisse. De pourquoi c'est bien que ça ait changé de cette manière-là. Pour que vous réalisiez l'ampleur de la charge raciale, pendant longtemps j'ai cru que j'étais très associable. Puis je suis retourné en Guadeloupe avec ma partenaire. Au retour, elle m'a dit « Mais t'es super sociable en Guadeloupe ». Et d'un coup, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, je portais en permanence une méfiance. Parce que je sais qu'ici, si je dis bonjour à quelqu'un, il peut rapidement me dire « Ah, tu ressembles trop à Maître Gims », juste parce que j'ai des lunettes de soleil. Et je sais que ça va me saouler. Je sais qu'ici, si je m'habille pas assez bien ou que je le regarde dans les yeux, le vigile du supermarché va vouloir me fouiller. Que la moindre interaction sympathique peut tourner en blague raciste. Bref, tout ça pour dire qu'en Guadeloupe, d'un coup, je deviens une autre personne, car toute cette charge disparaît. En Guadeloupe, je ne ressens pas de menace permanente. Et là, il le dit de manière vraiment cash pour qu'on comprenne, mais c'est ce qui arrive tous les jours, tu vois. Et moi, je comprends totalement ce truc. Mais la parole de Nicolas Galita, elle est assez frappante et parlante, je trouve, sur le côté que malheureusement, on nous prête trop un imaginaire par rapport à notre apparence, etc. Un cire, c'est un entier, là, c'est plus du lait, c'est du punch coco. Ouais, c'est marrant. Et c'est pour ça que quand on dit que oui, aujourd'hui, tout le monde est offensé de tout, bon, je pense que c'est pas complètement faux, mais que ça part pas non plus de nulle part. Ah, et puis c'est pas que tout le monde est offensé de tout, c'est surtout qu'on s'offense sur des trucs qui aujourd'hui passent plus et qui passaient à l'époque, comme ça continuera et comme ça le faisait déjà à l'époque. Si y a ces réactions aussi épidermiques, c'est parce que ça offensait déjà des gens. Mais juste que tout le monde a compris ces gens et qu'on a essayé de se mettre à leur place. Et puis surtout, il y a eu des paroles, encore une fois, grâce à Jamel, grâce à Internet, grâce à plein de choses, qui ont fait qu'aujourd'hui, les personnes concernées ont pu dire « Non mais là c'est lourd, la blague sur le noir qui ceci, l'arabe qui cela, la femme qui cela, quoi, au bout d'un moment, faut arrêter. » Et aussi parce que, d'un point de vue sociétal, on ne pouvait plus faire semblant que « Ah c'est bon, c'est juste une blague, quoi. » Moi je me souviens que quand j'étais petit, mon père détestait Jamel Debbouze et Gad Elmaleh, pour la même raison que tout Twitter déteste Ahmed Silla. C'était exactement les mêmes arguments, c'était oui, il se moque de lui-même, il se moque de nous en se moquant de lui-même. Déjà cette critique politique, mais simplement elle n'était pas adoptée de manière large, et elle restait confinée à quelques positions par-ci par-là. Peut-on rire des stéréotypes? En vrai pour moi, après c'est mon avis, pour moi oui, mais ça dépend qui le fait, pourquoi, dans quel contexte.
Avec qui? Ça dépend de plein de choses. Si mon pote noir que je connais depuis 10 ans, on s'entend super bien, il y a zéro malaise entre nous, il sait très bien ce que je pense politiquement, je sais très bien ce qu'il pense politiquement, il me fait une blague stéréotype sur les noirs, oui, même moi si je lui en fais une, s'il est ok avec ça, on est que tous les deux. Par contre, si je vais dans sa famille, je connais personne, je fais quand même blague, ça passe pas, tu vois. Pour moi, c'est une question de qui, quoi, comment, etc. Et ça disqualifie pas du tout l'approche de Jamel Debbouze, le propos que je tiens depuis 30 minutes, au contraire. Mais la question, c'est comment on fait de l'humour sur soi-même sans être offensant. Ça devient galère, et même quand c'est fait avec sincérité, ça patine. C'est ce qu'on a pu voir notamment avec les critiques autour de Franck Gastambide, où le mec est le plus sincère du monde, mais de une, c'est pas ce qu'on perçoit, et de deux, bah ça blesse une partie de la population aussi. Mais à un moment, je lui dis, mais quand on est un mec de quartier, on n'a pas le droit de rire de son nez. Bah moi, je revendique d'avoir le droit de faire de l'autodérision sur mes origines, ma culture, mes codes. Et on a fini cette discussion où je sais qu'il a entendu ce que je lui ai dit. J'ai aussi entendu ce qu'il m'a dit, tu vois. À un moment, si tu me dis qu'il y a des choses qui t'ont touché, t'es sincère si tu me le dis, tu vois. Mais moi, je t'explique juste que c'était pas mon intention. Et tout ça, c'est toujours très compliqué, je trouve. La barrière entre l'autodérision, le fait de faire du mal aux autres. C'est quelque chose que j'ai un peu la flemme de débattre là tout de suite parce que j'avoue, je suis un peu fatigué. Mais en vrai, c'est quelque chose, on pourrait tellement débattre des heures de l'attention, le qui, le comment, il y a tellement de choses à dire. Parce qu'en vrai, il y a des bons points dans les deux côtés. Ça montre juste que la synthèse que proposait Jamel Debbouze était le propre d'une époque, mais que probablement que, face à l'injustice de ce monde, elle est devenue inopérante. Parce que toutes nos représentations se sont radicalisées, se sont précisées. Ouh, très bon exemple, Walidia d'un côté et Gaspard Proust de l'autre. Très très bon exemple. Hein. En vrai, moi j'y repense avec nostalgie, avec naïveté, ce côté de l'époque Black Bomber, les Blancs Jamel et tout, qui certes a mal vieilli des fois, même si tout le monde n'a pas forcément vieilli, il y en a ils ont très bien vieilli, hein. Sans parler de Walidia par exemple, qui est allé dans un humour plus politique, hein. Il y en a ils ont bien vieilli tout court. Mais je suis un peu nostalgique de cette époque où on pensait qu'avec les bons sentiments, tout ça, ça allait s'arranger. Franchement, moi ça me rend nostalgique. Cette retranscription politique du vivre ensemble est trop molle pour tout le monde. C'est le symptôme de la mort de ce discours quasi macroniste en fait, qui voulait dépasser les clivages pour faire dialoguer un peu ça. Mais cela dit, si j'ai aussi parlé des contraintes techniques de l'humour de l'époque, c'est aussi parce que je peux pas cacher une certaine nostalgie vis-à-vis de cette époque où tout semblait possible et où le rêve républicain avait l'air de tenir un petit peu la route. Parce que c'est une belle phrase, c'est une belle image, c'est un beau conte, en vrai t'as envie d'y croire. Surtout quand on te dit que c'est peut-être possible, t'as envie. C'est malheureusement naïf, ça arrivera malheureusement jamais de cette manière, en tout cas comment on nous le vendait à l'époque, mais c'est beau, c'est un beau rêve. Cette époque où l'optimisme de ce type parvenait à convaincre à la fois dans les rédactions, à la fois chez une majorité de la population, avant qu'il soit balayé par un pragmatisme profondément pessimiste. Enfin, une majorité de la population, en fait, on sait pas vraiment, mais c'est une époque qui reste dans les mémoires de ceux qu'elle a attrapés. Jamel continue à avoir un public, il continue à être parmi les humoristes les plus reconnus en France, et son public continue à croire à ce discours politique, à y trouver un modèle. Ou en tout cas, une partie du public aime soit ce qu'il a représenté et ce qu'il représente, ou soit une partie des idées qu'il y avait à l'époque, les réadapter au goût du jour, c'est bien aussi, tu vois. Mais évidemment que Jamel n'est pas vraiment finito, et évidemment que Jamel, que ce soit ses valeurs, son humour, lui et tellement de choses n'ont pas disparu. C'est juste que ça a évolué, il y a une partie qui est devenue très nostalgique, une partie qui s'adaptait à la société, etc. Mais comme tout mouvement finalement. Et ces gens, ils continuent de faire exister cette France et ses discours. C'est important aussi de se rendre compte de ça. Ces gens qui ont en mémoire la France de Jamel, quelque part, continuent de la voir pour idéal. Et c'est important qu'il y ait encore des gens comme ça, parce que cette France de Jamel, cette France du vivre ensemble, déjà elle est belle et elle pourrait être possible, si jamais les choses n'étaient pas comme elles étaient, évidemment, mais et pas de la manière dont ils ont voulu le faire à l'époque. Mais cette France, elle est possible avant la France du vivre ensemble. Et c'est bien que des figures comme Jamel et tout continuent à faire briller cette flamme, pour pas que un certain oublie que CNews a beau dire certaines choses de merde, à côté il y a des gens, ils ont des parcours, ils ont des envies de paix, ils ont des envies de rassemblement en France, et pourtant ils sont pas français. Et même si elle nous fait souffler, c'est quand même de belles bases sur lesquelles construire quelque chose. Là encore, j'ai vanné Click à quelques reprises dans cette vidéo, et ça fait partie des espaces politiques qui sont les plus représentatifs de ça, mais je suis parfaitement conscient aussi que sans cette mollesse optimiste
qui n'est pas aussi frontal que ce que je regarde aujourd'hui, je serais pas là à vous parler. Et je serais peut-être en alternance chez VA+, convaincu par ces discours-là. Et ça, il a raison, le côté mollesse optimiste permet aussi à des gens, par cette mollesse optimiste, de s'intéresser à des choses un peu plus radicales après, de se sensibiliser au racisme, au sexisme, etc. C'est aussi ça. Mais après, le problème, c'est est-ce que derrière cette mollesse optimiste, tu as des débouchés concrets, des réponses concrètes une fois que tu vas aller plus loin que cet optimisme? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est les valeurs qui sont importantes. Exactement. Et à ce titre-là, le rôle de la culture et le rôle de Jamel pour éloigner les gens de la xénophobie, du racisme, etc., est capital. Forcément, il y a de quoi être nostalgique d'une époque où on croyait tous que si on s'y mettait tous ensemble, la société pouvait vraiment s'améliorer. Eh bah écoutez, il a tout dit, vraiment, vidéo excellente, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir vraiment la chaîne de Willan. Willan, 9000 abonnés. Franchement, j'espère qu'il va en avoir vite 10 000. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment. Il a fait de très très bonnes vidéos. Tout va bien.